Alors bonjour à ceux et celles qui nous regardent depuis le Québec et bonsoir à ceux et celles qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, que vous soyez en France, en Angleterre, en Équateur, en Algérie ou ailleurs. J'ai vu qu'il y a des inscriptions d'un peu partout. Je m'appelle Mouloudi Dir, je suis le coordonnateur du secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi qui organise cette activité. Donc je vous invite à aller sur le site internet du Centre Justice et Foi. Je vous invite également à vous abonner aux nombreuses infolettres, notamment celle du secteur Vivre Ensemble. C'est donc au nom de tous mes collègues que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce webinaire. Je tiens tout de suite à dire que ce webinaire n'aura pas été possible sans l'apport de ma collègue Elodie Ekobena, que je remercie vivement. Au secteur Vivre Ensemble, donc, nous désirons aborder le débat sur la liberté d'expression dans un horizon d'égalité citoyenne, de lutte aux exclusions, mais aussi d'exploration de ce que peuvent être les contours d'un espace public véritablement pluriel et démocratique, et je dirais même oppositionnel. Nous pensons que les débats récents autour du mot haine, du blasphème ou même de la critique des religions sont non seulement des questions sans doute qui engagent des enjeux réels en termes de liberté, mais ils comportent aussi, et sans conteste, une dimension qui relève largement de la responsabilité académique, on pourrait même parler de responsabilité relationnelle. Car l'arbre du N-word, rappelé récemment d'Ali Giroux, cache le forêt de la transformation sociale et des nouvelles alliances, car il y a une occasion de rencontre, d'écoute, de dialogue et de prise en charge collective, disait-elle récemment dans un entretien. La juriste Nawal Hamidi, qui enseigne à l'Université d'Ottawa, rappelait récemment que le racisme, tout comme les violences coloniales et sexuelles, les guerres et génocides, sont des thèmes qui exigent une approche pédagogique et informée par les traumatismes et l'humiliation. Nous espérons donc aujourd'hui contribuer à sortir des schémas qui réduisent la parole des subalternes à celle d'un état d'exception qui se situerait en quelque sorte en dehors de notre cadre de citoyenneté, de notre cadre démocratique. Mais, comme souvent le répète Étienne Balibar, nous ne perdons pas de vue que la citoyenneté n'est pas automatiquement égalitaire ou démocratique. Pour pouvoir l'être, la citoyenneté nécessite un important travail d'assistance à la parole des dominés et des subalternes, et tout cela peut s'avérer nécessaire pour réfléchir le poids du musellement qui pèse sur certaines paroles et sur certains mouvements de solidarité, et c'est ce que ne cesse de soulever Diala Hamza dans ses analyses. Sur ce plan, le philosophe Étienne Balibar est de ceux qui estiment justement que le conflit doit notamment pénétrer dans le lieu du savoir en accueillant les voix dissonantes pour donner corps à ce qu'il appelle une conception active et non seulement passive de la citoyenneté et du débat d'idées. L'accueil de ces paroles marginales ou de ces paroles muettes lui semble même indispensable, et cela pourrait, dit-il, passer notamment par l'établissement de protocoles à inventer ou à imaginer dans un récent texte du journal Libération. Une institution du savoir comme l'université devrait, dit-il, être capable d'accueillir l'inconnu et devrait se fixer comme objectif de débusquer systématiquement les paradigmes incontestés pour les remettre en discussion. Le grand mérite d'Étienne, de Dali et de Diala Hamza sur cette question tient indéniablement à leur capacité à lier ce débat sur la libre parole à un renouvellement de la compréhension que le grand nombre a de la démocratie. Voilà, mesdames, messieurs, pourquoi nous tenons tant à ce que leurs paroles soient entendues au Centre Justice et Foi sur cette question. Je ne peux que leur renouveler ici ma gratitude et ma reconnaissance pour la générosité dont ils et elles ont maintes fois fait preuve à notre endroit, puisque nous n'en sommes nullement à notre première collaboration et j'espère encore moins la dernière. Alors, pour les consignes pour le déroulement du webinaire, je vais tout de suite donner la parole à ma collègue Elodie Ekobena qui va vous les expliquer en quelques minutes. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre. Alors, pour les consignes, concernant l'animation dont Mouloud continuera tantôt, il présentera les deux invités, évidemment Étienne Balibar et Dali Giroux. Ensuite, Étienne, quand il prendra la parole, aura 25 minutes pour exposer son propos. Et nous serons lapidaires sur ce temps-là, Étienne. Et donc, Dali prendra la relève pour 15 minutes pour réagir aux propos d'Étienne. Et ensuite, si le temps déborde un peu, on le signalera avec une clochette que Mouloud va faire sonner. Et voilà. Et ensuite,
Étienne reviendra sur le propos de Dali pour une discussion et nous ouvrirons ensuite à vous, public, pour pouvoir poser des questions. Mais ces questions, on vous invite évidemment à les écrire au fur et à mesure dans le chat à questions aux panélistes. Donc, je ramasserai et je partagerai l'animation avec Mouloud à ce moment-là pour poser les questions à Dali Giroux et à Étienne Balibar. Donc, ensuite, voilà, Mouloud, tu peux continuer. Merci beaucoup, Elodie. Donc, je tiens tout de suite à dire au nom de Diala Hamza qui s'excuse qu'elle est vraiment mal en point. Donc, elle a été obligée de décommander à la dernière minute pour des raisons de santé. Et je vous prie donc de nous excuser. Et ensuite, nous sommes avec elle. Alors, pour tout dire, nous sommes donc avec elle en pensée et nous espérons qu'elle se rétablira très rapidement. Donc, nous sommes attristés par cet impondérable qui vient de survenir. Voilà, et donc elle s'excuse à la fois à l'endroit des panélistes, mais elle s'excuse aussi à l'égard de vous tous et toutes, mesdames, messieurs, qui êtes ici en présence avec nous par votre participation. Alors, donc, je présente tout de suite Étienne Balibar, donc, que je remercie vivement pour sa générosité et pour sa énième collaboration avec le Centre Justice et Foi. Rapidement, je ne vais certainement pas rendre justice au parcours et à la contribution importante d'Étienne à travers le court résumé succinct que je vais faire actuellement. Mais Étienne, il faut savoir qu'il a obtenu son agrégation de philosophie en 64. Il a enseigné dans de nombreuses universités à travers le monde, à Alger. Il a enseigné à Paris 1, à la faculté de droit de Leiden aux Pays-Bas. Il est devenu docteur par une thèse soutenue à la Catholic University de Nijmegen, je crois que c'est aux Pays-Bas. Nijmegen, on dit en français. Merci Étienne. Il est professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre, professeur affilié au département d'anthropologie à l'Université Irvine en Californie. Il est également visiting professor à l'Institut de littérature et société comparée de l'Université Columbia à New York. Sa vie publique et sa pensée, inscrite dans une tradition qu'il résume lui-même d'un côté Spinoza, de l'autre côté Marx, Gramsci, Weber, Althusser, Hannah Arendt, Walter Benjamin, par une forte présence au monde. Il est militant, il a mis son énergie et son intelligence au service des combats susceptibles d'aboutir à davantage de justice et d'accroître le bien commun. Et Étienne est un théoricien fuyant les abstraites spéculations. Il a inséré sa pensée dans l'échelle même des problèmes sociaux et politiques contemporains, que ce soit les régressions nationalistes, le creusement des inégalités, la prolifération de la peur des étrangers, l'immigration, le racisme, la violence, l'identité, les réflexions sur la citoyenneté, les frontières, l'Europe, la question de la démocratisation, de la démocratie, et j'en passe. Voilà. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez toujours donc retrouver à la fois sur les pages des universités où il enseigne et également sur Google sur ses dernières publications. Donc, Étienne Balibar, au nom de mes collègues, au nom du public qui nous écoute, merci infiniment pour votre participation. Vous avez donc 25 minutes pour nous livrer votre réflexion sur cette thématique, libre parole et réciprocité. Et au terme de celle-ci, donc, je donnerai un temps de réaction donc, à notre collègue et ami Dali Giroux. Étienne, la parole est à vous. Merci, mais véritablement, tu m'écrases sous les références. Alors, pour parler de la liberté d'expression, c'est pas commode de se trouver installé sur un piédestal pareil. Bon, c'est gentil quand même. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être avec vous tous et c'est moi qui vous suis redevable, sincèrement. D'autant plus que je compte beaucoup sur cette discussion pour m'aider, pour nous aider tous, mais pour m'aider en particulier à clarifier un certain nombre de mes idées sur la question. Elles ne sont pas simples, la question ne l'est pas, et c'est une des choses que j'essaierai de dire en espérant que, bien sûr, ça laisse quand même la place à des prises de position suffisamment claires. Bon. Et puis, je voudrais dire moi aussi, si tu permets, que je regrette énormément, bien sûr, que Diala Hamza ne puisse pas être avec nous, et je lui souhaite tout le meilleur. Bon.
évidemment, je suis très, très heureux et très honoré d'avoir pour interlocutrice Dali Giraud. Alors, le fait est que j'ai publié il y a quelque temps un petit recueil de textes intitulé Libre parole, dans lequel se trouvent esquissées quelques-unes des idées que je voudrais reprendre aujourd'hui, mais en vérité, quand je le relis ou le parcours à nouveau, je me rends compte que tout est problématique et en fait, je voudrais essayer de faire, c'est de reprendre la question. Bon. D'abord, si vous voulez bien, deux préliminaires sans essayer d'y passer tout mon temps. Bon. D'abord, je voudrais suggérer que nous gardions à l'esprit un certain nombre de raisons qui font que la question de la liberté d'expression, et avec la liberté d'expression, bien sûr, quelques autres notions ou problèmes qui en sont corrélatifs, évidemment. Bon, donc celle de la liberté d'opinion ou de croyance, c'est pas tout à fait la même chose. Dans un livre récent que je recommande vivement, parce que je crois que c'est une contribution extrêmement intéressante à la discussion, même si elle est faite d'un point de vue d'abord français, bien sûr. François Héran, professeur au Collège de France, lettre au professeur sur la liberté d'expression après les vives polémiques qui ont suivi l'assassinat de ce jeune professeur d'histoire français, Samuel Paty, insiste sur la nécessité de prendre en compte à la fois la question de la liberté d'expression et la question de la liberté d'opinion ou de croyance. Elles ne vont pas l'une sans l'autre, mais elles ne vont pas non plus automatiquement l'une avec l'autre, et j'espère qu'on y reviendra. Bon. Et puis ensuite, il y a évidemment toute la question fondamentale du droit à la critique, dans le sens le plus étendu du terme, et en particulier du droit je dirais, au non-respect ou à l'irrespect des autorités, que ce soit les autorités de droit, celles de l'État en particulier, ou celles de l'université, c'est aussi une autorité de droit, bien sûr, mais aussi les autorités de fait, et il y en a d'innombrables dans nos sociétés. Il faudra y revenir. L'expression de libre parole dont je m'étais servi comporte une allusion à la fois, bien sûr, au principe du free speech, comme on dit en anglais, mais aussi aux études de Michel Foucault, qui a pris l'exemple de la parésia antique, c'est-à-dire du droit d'interpeller précisément les puissants, ce que, par exemple, Edward Said a ensuite repris à son compte, tout ça en anglais, mais c'est un anglais que nous comprenons tous, je pense, en le traduisant par l'expression « speak truth to power », c'est-à-dire dire la vérité, en quelque sorte, à la face du pouvoir. Bon. Donc, tous ces problèmes sont liés entre eux et ils font manifestement l'objet, en ce moment, de débats et de polémiques extrêmement vifs. L'arrière-plan de tout ceci, je pense, et je le dis très très vite, c'est d'abord une mutation considérable des modes de communication. Bien entendu, les anciens modes de communication, la presse, l'édition, différentes formes de parole publique que nous connaissons existent toujours, mais visiblement, ils perdent de leur importance et surtout de leur pouvoir. Au profit d'autres modes de communication qui passent en particulier par Internet, par les réseaux sociaux, et dont on voit bien que d'un côté, ils ouvrent certaines possibilités aux individus qui peuvent même avoir le sentiment, j'allais dire l'illusion, que leur capacité d'intervenir dans l'espace public se trouve par là même considérablement augmentée et en quelque sorte multipliée, mais d'un autre côté, évidemment, il y a de très puissantes structures de contrôle et je dirais de domestication de ces nouvelles formes de communication qui jouent un rôle croissant. Bon. À côté de ceci, je mentionnerai, essayons d'aller vite, quelque chose qui m'apparaît comme un paradoxe extrêmement flagrant et peut-être dramatique à certains égards de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors évidemment avec des
différences, j'essaierai aussi d'y revenir, ou on y reviendra dans la discussion certainement, considérables d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une ère culturelle ou civilisationnelle à une autre. Bon. Les deux termes de ce paradoxe, je dirais, c'est d'un côté, évidemment, une sorte d'explosion de la communication publique qui va de pair en partie avec ce que je disais à l'instant des nouveaux modes de communication, mais d'autre part aussi une tendance, et y compris, bien sûr, au sein des régimes politiques qui se présentent et qui sont d'ailleurs, il faut savoir le reconnaître, de tradition démocratique ou de tradition plus démocratique, une tendance à la dédémocratisation, comme disent certains théoriciens, ou au passage à la post-démocratie, bon, et à l'émergence de formes de gouvernement de plus en plus autoritaires. Alors c'est naturellement le cas tout spécialement dans les situations sociales tendues, les situations de crise, et nous en vivons plusieurs qui se succèdent les unes les autres. Pour ne prendre évidemment qu'un seul exemple qui me touche de très près, dont je suppose que vous avez entendu parler bien sûr, celui de la France, on assiste à ce paradoxe d'un État ou d'un gouvernement en tout cas, enfin d'un système politique qui se présente volontiers comme le parangon de la liberté d'expression, comme le défenseur contre toutes sortes justement d'autorités traditionnelles ou d'obscurantisme, en particulier religieux, etc., de la libre expression, parce que c'est la tradition critique de la philosophie des Lumières, etc., et qui, dans le même temps, est en train d'imposer, en fait, ou de tenter d'imposer toute une série de restrictions à cette même liberté d'expression, en particulier sous la forme d'interdits qui sont très difficiles à justifier en droit, mais qui risquent de passer dans les faits. C'est ainsi que le gouvernement français est en passe d'interdire l'utilisation de certains mots. Hein. On n'aura plus le droit d'employer l'expression racisme d'État parce que ça sera considéré comme une atteinte en fait à la sécurité nationale. Alors, comme j'ai moi-même employé cette expression avec des réserves d'ailleurs dans certains contextes, mais enfin en disant qu'elle correspondait à une réalité, je ressens ceci de façon particulièrement vive, et il en va de même pour l'expression d'islamophobie, que la notion d'islamophobie, dont là encore on peut discuter la signification et les contenus exacts, mais que le ministère français de l'Intérieur et celui de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur sont en passe de déclarer en fait interdit dans l'espace public. Bon, je suis un peu trop long, donc il faut que j'accélère. Alors, dernier point qui me semble évidemment, et je suis sûr qu'on va y revenir, en particulier sûrement grâce aux interventions de Dali et d'autres interlocuteurs qui représentent un aspect fondamental de la situation, c'est la remise en question de tout l'héritage colonial, donc l'extension, non sans obstacle bien entendu, et là encore sans violente polémique, de l'influence et de la densité, je dirais, du contenu des pensées postcoloniales et décoloniales, auxquelles il faut aussi évidemment associer la pensée féministe. Tout ceci remet en question très profondément les hégémonies traditionnelles, les hégémonies de la société bourgeoise, et même certaines qui remontent plus loin encore, et ceci provoque sous nos yeux des réactions extrêmement violentes, jusque dans les démocraties elles-mêmes, où en fait on assiste par contre-coup naturellement à une montée de certaines formes en fait de néofascisme. Bon, alors déjà je suis en retard sur mon horaire, donc je voulais prendre quelques exemples, mais je pense qu'on y reviendra dans la discussion de situations conflictuelles et de polémiques récentes, de façon à mettre en évidence à la fois
le sérieux des problèmes qu'elle pose, et puis d'autre part aussi, j'y tiens beaucoup, l'ambivalence intrinsèque de certaines d'entre elles. Alors, je vais en sauter, j'en avais plusieurs, mais je n'en retiendrai que deux, hein, parce que je suis sûr qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. Bon, d'abord, en général, on dit ça en anglais, en tout cas en France, on dit ça en anglais, il faudrait peut-être trouver des équivalents en français, la question de la cancel culture, de la culture de l'effacement, hein, dans les lieux où elle se produit. Alors, je ne refais pas du tout l'historique de ce débat, mais je voudrais attirer l'attention tout de suite sur deux contradictions ou deux aspects conflictuels du problème. Bon. D'abord, dans la grande presse, on discute de cette culture de l'effacement essentiellement à propos d'initiatives qui sont prises par des groupes minorisés, disons, on discutera peut-être de la meilleure terminologie, opprimés en fait traditionnellement dans nos sociétés et qui élèvent la voix collectivement sous des formes plus ou moins civiles, mais ça c'est normal, hein, ça fait partie de la situation, pour remettre en question à la fois les expressions dominantes de la stigmatisation dont ils font l'objet et les récits historiques ou les traditions culturelles et universitaires qui symbolisent cette situation de discrimination. Bon. Donc, on évoque en particulier le déboulonnage des statuts, hein, le déboulonnage des statuts qui sont caractéristiques, qui représentent la tradition esclavagiste d'un côté et de l'autre de l'océan, et puis d'autres remises en question de formes culturelles du même genre. Bon, alors, ce qui me semble absolument indispensable de dire ici, c'est que si cancel veut dire effacement ou élimination, bon, on ne peut pas discuter d'une situation de ce genre si on ne se pose pas en même temps, au moins, au minimum, la question de savoir sous quelle forme ceux qui prennent ainsi la parole et l'histoire dont ils sont les héritiers se trouvent systématiquement effacés précisément de l'espace public et de la mémoire historique. De sorte que, en particulier, la question s'est posée tout récemment dans la Martinique. Si on demande à juste titre ou pas, on peut en discuter, que la statue de Victor Schœlcher, considérée dans l'historiographie française traditionnelle comme le père de l'abolition de l'esclavage, soit déboulonnée et remplacée plutôt par la statue du leader ou de l'un des leaders de la révolte qui a imposé, qui a obligé en fait l'État français à abolir l'institution de l'esclavage. Ce qui se trouve mis en évidence ainsi, ce n'est pas simplement le fait que certains voudraient effacer des figures ou des éléments d'histoire de notre mémoire nationale, la nôtre, hein, la mémoire nationale postcoloniale, mais c'est surtout, ou en tout cas c'est aussi le fait que du même coup, quelque chose qui avait été effacé doit être enfin remis en visibilité et en honneur. D'un autre côté, il y a autour de la question de la cancel culture, évidemment, un très large spectre de situations et de cas que, pour ma part, je ne mettrai pas sur le même plan. Donc là, je prends position, si vous voulez. Je dirais que l'exemple que je viens de prendre, ou celui des dirigeants, des généraux de la guerre de sécession aux États-Unis, ou bien celui du marchand d'esclaves de la ville de Bristol, etc., sont des exemples positifs des révolutions qui sont culturelles, qui sont aujourd'hui absolument indispensables, mais que d'un autre côté, quand des éditeurs, qui non par hasard, évidemment, sont des éditeurs européens ou américains, tout ce qu'il y a de plus blanc, décident d'interdire la traduction du poème d'Amanda Gorman par une traductrice qui est une féministe lesbienne blanche néerlandaise. Alors là, on a le côté sombre et
et négatif, je dirais, de la cancel culture. J'avais espéré que Amanda Gorman dirait « mais moi, je souhaite être traduit par qui voudra ou qui pourra le faire au mieux ». Elle ne l'a pas fait que je sache. Bon, je ne lui en fais évidemment pas reproche, mais je pense que là, on a une bonne représentation de l'équivocité de la situation du point de vue de la liberté d'expression. Bon, l'autre exemple, mais il faut que j'accélère, auquel je pensais, quand même je le dis parce que je suppose que ça ne va pas m'attirer que des approbations, et j'en suis très heureux par avance, c'est l'exemple de la campagne MeToo, hein, parce que ça revient, on revient sur le terrain des réseaux, du fonctionnement des réseaux sociaux et de la sphère, de la nouvelle sphère publique. Alors là, je suis obligé de dire que je suis extrêmement partagé. Il y a un côté dominant, évidemment, à mes yeux, c'est la liberté de parole qui rend possible, enfin, hein, on pourrait dire, de la part de celles qui en sont les victimes ou qui parlent, disons, par sororité de celles qui en ont les victimes, d'une énorme structure de violence à la fois institutionnalisée, bien entendu tolérée culturellement et inscrite au cœur même, on pourrait dire, de l'ordre bourgeois de nos sociétés, ou qui remonte même à encore plus longtemps. Donc, c'est bon. Mais d'un autre côté, il y a aussi, et ça pose un problème, il me semble, quand on réfléchit sur la liberté d'expression et sur sa fonction institutionnelle, quelque chose comme une culture de la délation. Il y a un équilibre, là encore, extrêmement difficile à trouver, peut-être introuvable, entre ce que récemment encore une écrivaine dans la presse française appelait la présomption de vérité, qui doit être reconnue, et puis d'autre part la question de la présomption d'innocence. Et il est évident que quand un individu, à tort ou à raison, se trouve accusé de viol ou de harcèlement sexuel en public, eh ben, il est d'ores et déjà, d'une certaine façon, envoyé du côté des coupables. Bon. Donc, rien de tout ça n'est simple. Alors, il reste encore un peu de temps quand même. Bon, je voudrais dire maintenant ceci. Pourquoi la discussion n'est-elle pas idéalement simple? Bon. Alors, fondamentalement, je pense, et vous l'avez un peu annoncé tout à l'heure, que ça tient à la contradiction suivante. Bon. D'un côté, la liberté d'expression et les libertés corrélatives, depuis une très haute antiquité, pas uniquement, je pense, dans les sociétés occidentales, ça c'est un point très important, les africanistes en particulier ont beaucoup de choses à dire sur ce point, fait partie de façon organique, je dirais, de l'institution démocratique, hein, ou de la culture collective qui tend à démocratiser nos sociétés. Et démocratiser nos sociétés, évidemment, c'est faire progresser dans toute la mesure du possible, simultanément, la liberté des individus et l'égalité entre les différents groupes sociaux auxquels ils appartiennent. Bon. Donc, c'est une composante fondamentale de la démocratie, et cette composante est inscrite dans des textes. Elle est inscrite dans des textes constitutionnels. Autrefois, j'étais un marxiste un peu simpliste, pur et dur. Certains j'avais tendance à considérer que les textes constitutionnels, je ne dis pas que c'est du vent, mais c'est formel, ça sert les puissants et ça ne sert à rien du côté des dominés et des victimes d'oppression. J'ai complètement changé d'avis sur ce point, et la question, évidemment, de la liberté d'expression fait partie du problème. Donc, l'existence d'une sphère publique, hein, dans laquelle le droit à la parole est reconnu à la fois à ses porteurs et du point de vue de son contenu, m'apparaît comme un acquis, on pourrait dire, d'une certaine façon fondamental, qu'il faut essayer de préserver et même de faire progresser. Et de ce point de vue, force est de reconnaître que la situation n'est pas la même partout dans le monde.
Hein, bon, je ne suis pas ici pour faire l'apologie, enfin on le pensera peut-être, mais pour faire l'apologie des régimes dits libéraux existants dans notre sphère occidentale, en Amérique du Nord ou bien en Europe et dans quelques autres régions du monde aussi, mais je suis quand même forcé de constater que du point de vue même des intérêts et des possibilités d'expression des groupes dominés ou discriminés, ce n'est pas la même chose de se trouver dans un régime dictatorial où, pour différentes raisons, la parole est étroitement contrôlée par le pouvoir, des pouvoirs religieux, mais aussi des pouvoirs laïques, ou de se trouver dans une démocratie, entre guillemets, dans laquelle, en principe, ce droit est reconnu à tous. Ce qui veut dire, non pas qu'il existe dans les faits, mais qu'on peut s'en réclamer, et qu'on peut s'en saisir, et qu'on peut revendiquer sa réalisation dans les faits. Donc, si vous voulez, pour nous, et surtout pour tous ceux dont on va, je pense, beaucoup parler aujourd'hui, qui essaient de sortir, de briser la chape de plomb sous laquelle leurs paroles et leur existence même ont été enfermées, eh ben, ce n'est pas la même d'être en Chine ou d'être au Pakistan ou d'être en Égypte, et on pourrait encore prendre beaucoup d'exemples, ou bien d'être en France ou en Allemagne ou au Canada ou aux États-Unis, quelles que soient les imperfections et les contradictions énormes qui grèvent ces sociétés. Ce qui m'amène au deuxième aspect, m'amène au deuxième aspect de la... Ça y est, j'ai fini? Non, non, non. Là, 5 minutes, 5 minutes. Tu as encore 5 minutes. Comment? 5 minutes. 5 minutes. Oui. 5 minutes. Donc, qui m'amène au deuxième aspect de la situation, évidemment, qui est en quelque sorte l'envers du précédent. C'est-à-dire que la liberté d'expression, ce n'est pas seulement un droit abstrait, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Bon. Et ce pouvoir, un pouvoir contre d'autres pouvoirs ou en équilibre avec d'autres pouvoirs. Et ce pouvoir dans nos sociétés est distribué non pas officiellement, mais de fait d'une façon extraordinairement inégalitaire. Il est distribué de telle façon que certains en jouissent en quelque sorte naturellement ou ont les moyens de s'en servir, et que d'autres en sont plus ou moins radicalement exclus. Alors, ces exclusions, naturellement, nous les connaissons et on y reviendra certainement, elles sont de plusieurs sortes. Il y a des exclusions de classe qui jouent ici un rôle fondamental, et je suis évidemment de plus en plus d'accord avec la démonstration qui avait été proposée autrefois par Pierre Bourdieu et ses collaborateurs, l'inégalité de classe, la domination de classe, c'est bien sûr une question économique et de disposition financière, mais c'est aussi très fondamentalement une question éducative et culturelle, et la culture dominante, évidemment, dont la culture universitaire sert à la renforcer. Ce sont des exclusions de genre. Notre société a été organisée et demeure organisée dans une large mesure pour réserver le droit à la parole aux hommes, aux vieux mâles blancs dans mon genre, et pour en rendre l'accès extrêmement difficile aux femmes, sans parler des minorités sexuelles. Et naturellement, ce sont aussi des exclusions de type ethno-racial et religieux. De sorte qu'ici, il faut en revenir toujours et encore à la grande démonstration qui a été proposée par les théoriciens postcoloniaux et qui se résume dans la terrible et superbe en même temps formule de Gayatri Spivak: les subalternes, the subaltern cannot speak. Les subalternes ne peuvent pas parler. Mais si les subalternes ne peuvent pas parler, et les subalternes sont nombreux et divers, hein, c'est pas parce qu'il y aurait en eux une sorte d'impuissance, hein, ou d'incapacité naturelle. C'est parce qu'il existe un puissant interdit de fait, Et pour m'approcher de la conclusion, parce que j'ai épuisé mon temps de parole, et revenir au point de départ, y compris à la question de la cancel culture, ce qui me paraît important ici, c'est bien sûr des rapports de pouvoir.
hein, des rapports de pouvoir. Qui prétendrait les ignorer? Comme par hasard, les positions qui contrôlent l'accès à la parole dans la presse ou dans l'université ou ailleurs sont massivement occupées et monopolisées par ceux qui ont intérêt à se réserver ce privilège, qui du coup n'est plus un droit. Mais c'est aussi et surtout, et c'est là que ça devient le plus délicat, parce que le discours dominant lui-même n'est pas organisé pour faire place, évidemment, à ceux qui doivent en être exclus. De sorte que, comme on l'a souvent dit, l'universalisme proclamé de notre culture universitaire ou historique est un universalisme largement fictif qui recouvre en fait un privilège. Bon, alors, j'ai trop parlé de ce qui était au début et n'ai plus vraiment le temps, mais je dirais simplement que les deux idées autour desquelles j'essaie de travailler, et j'espère qu'on y reviendra dans la discussion, pour faire avancer un peu le problème, non pas dans la pratique. Dans la pratique, il avance par des luttes, par des contestations, par des débats qui profitent dans toute la mesure du possible, justement, du fait qu'il y a quand même un espace d'expression dans nos sociétés, même s'il y a des rapports de force. Mais les deux idées auxquelles je tiens, et je suis obligé de les énoncer de façon extrêmement rapide, sont les suivantes. Premièrement, comme j'avais essayé de le dire dans ce petit bouquin, il faudrait que la liberté d'expression soit considérée comme un bien public. La définition fondamentale sur laquelle reposent nos constitutions, sur laquelle repose notre droit, et elle a ses avantages, bien sûr, parce qu'elle traduit en particulier, elle exprime une tradition de résistance des individus contre l'arbitraire du pouvoir. Elle fait de la liberté d'expression un droit individuel. Un droit individuel, comme on dit dans le langage juridique, un droit subjectif. Et par conséquent, d'une certaine façon, l'analogue d'un droit de propriété. La liberté d'expression, c'est quelque chose que chacun d'entre nous posséderait et dont il ne devrait pas être privé. Alors, encore une fois, il y a là, bien sûr, quelque chose qui peut être précieux, mais en même temps, une très profonde insuffisance par rapport au problème auquel nous faisons face aujourd'hui, qui est celui du dépassement et de l'abolition en fait, des inégalités et des exclusions dans le champ de la liberté d'expression, y compris quand il le faut, sous une forme de provocation ou de violence. Et ici, je me référerai à une phrase que j'ai trouvée dans l'entretien de Dali Giroux avec Webzine à propos d'événements qui viennent de se produire dans les universités de l'Ontario, mais il y a la même chose dans beaucoup d'universités dans le monde aujourd'hui. Ceux qui ont protesté, à tort ou à raison, ou avec plus ou moins de délicatesse, je dirais, contre l'utilisation de certains thèmes dans l'enseignement qui traduisent, qui expriment la tradition évidemment venue de la discrimination contre les gens de couleur, ont forcé une conversation. Oui, il y a des situations dans lesquelles il faut forcer la conversation parce que tout tend à l'interdire. Cependant, l'objectif auquel je pense que tout ceci vers lequel tout ceci doit s'orienter est celui d'un bien public, c'est-à-dire d'une liberté d'expression qui soit aussi grande que possible pour le plus grand nombre possible de gens dans la société, quel que soit leur statut social. Non pas quelque chose que chacun se réserve, mais quelque chose qui s'augmente du fait qu'il se trouve partagé et égalisé. En quoi on rejoint évidemment une grande thématique de la politique d'aujourd'hui qui est aussi d'actualité dans le domaine de la propriété ou de l'organisation sociale, qui est la problématique du commun. Il faudrait que ça devienne un bien public, donc un commun. Et la deuxième idée que j'ai, je m'excuse, je te remercie de ne pas m'avoir coupé parce que je suis là maintenant en train de déborder. Et j'ai cherché un mot pour ça, bon, et je me suis dit, il faudrait parler d'universalisme stratégique. Alors je pense à l'expression dont justement Spivak et d'autres s'étaient servis à un moment donné, et puis qui n'a pas fait l'unanimité d'ailleurs, l'expression d'essentialisme stratégique. Les dominants
dominés, et en particulier les victimes des discriminations raciales et coloniales, ne peuvent pas faire autrement que de s'identifier avec une nature collective en quelque sorte puisqu'elle est réprimée et qu'il faut l'affirmer sous la sphère publique. Bon. D'où l'idée qu'il faut quelque chose comme un essentialisme stratégique. Et moi, je dirais il faut aussi un universalisme stratégique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je n'ai pas l'intention de faire la leçon, j'espère qu'on ne le sentira pas comme ça en tout cas, de faire la leçon à ceux qui justement cherchent à forcer la conversation, comme le disait d'Ali Giroud, c'est-à-dire qui ont besoin de faire entendre une voix qui avait été réduite au silence. Et ça ne se fait pas nécessairement sous des formes, encore une fois, délicates, etc. Mais ce que j'espère, et ce en quoi je place d'une certaine façon toutes mes espérances pour l'avenir, c'est qu'ils le fassent justement dans la perspective, non pas de conquérir simplement pour eux une place qui leur avait été refusée, hein, mais de transformer pour tous les conditions d'exercice de la citoyenneté. Et ceci, je le dis avec prudence, mais je le dis quand même, exige sans doute qu'on fasse place non seulement à la passion, le cas échéant à la colère, à la révolte, mais aussi au discernement dans les formes qu'on choisit et les objectifs qu'on choisit, de façon à ce que ce qui est fondamentalement une conquête démocratique n'apparaisse pas comme une régression vers l'exclusion et la fermeture sur soi. Pardon d'avoir été aussi long et aussi bavard, et merci de votre complaisance, votre gentillesse. Merci infiniment, Étienne Balibar. Au moins 3 points ajoutés dans la conversation. Liberté d'expression, pouvoir distribuer de façon inégalitaire. La question des positions de pouvoir, la question de l'universalisme stratégique. Je rappellerai aussi qu'il faut le mettre à cette discussion en lien avec la question, oui, bien entendu, de l'essentialisme stratégique, parce que l'une des réponses qui est apportée à ce type d'argument, c'est peut-être aussi, Étienne, de réfléchir sur le bilan politique de l'anti-essentialisme également. Alors, je tiens aussi à dire maintenant qu'il faut absolument rédiger vos questions, donc dans le chat. Là, je vais donner la parole à Dali Giroud, mais avant de lui donner la parole, je vais d'abord la présenter comme il se doit. Mais pendant sa présentation, s'il y a des éléments que vous jugez importants pour la discussion, vous pouvez aussi rédiger vos questions pendant qu'elle parle. Donc voilà. Donc n'attendez pas nécessairement à la fin. Donc nous sommes dans une position où on attend vos réactions, à la fois à la présentation d'Étienne et à celle à venir de Dali Giroud. Donc Dali Giroud va maintenant disposer de 15 minutes pour réagir donc aux propos d'Étienne. Elle est professeure, elle est autrice, elle enseigne la théorie politique à l'Université d'Ottawa depuis 2003. Ses recherches proposent une théorie et un plan d'expérimentation des formes d'articulation entre l'espace, le langage et le pouvoir dans l'Amérique contemporaine. Elle a publié de nombreux livres, j'en cite plusieurs ici. L'œil du maître, figure de l'imaginaire colonial québécois, en 2020 aux éditions Mémoire d'Encrier. Elle a publié La généalogie du déracinement, enquête sur l'habitation postcoloniale aux presses de l'Université de Montréal en 2019. Parler en Amérique, oralité, colonialisme, territoire, Mémoire d'Encrier, qui lui a décerné le prix Spirale Eva Legrand. Elle a aussi publié Le Québec brûle en enfer, donc c'est des essais politiques en 2017. Elle dirige une collection qui est Terrain vague aux presses de l'Université de Montréal. Elle définit son travail à la rencontre de l'art et la science, où les recherches philosophiques, historiques, géographiques et sociales s'inscrivent dans une pratique qui allie l'essai, la prise de parole et la collection d'artefacts. Voilà, donc je la présente trop rapidement, je m'en excuse très sincèrement, cher Dali. La parole est à vous pour les 15 prochaines minutes en guise de réaction. Merci, merci infiniment encore au nom de tous mes collègues et de toutes les personnes participantes ici. Dali. Merci Mouloud, Centre Justice et Foi, de me permettre de prendre la parole dans cet événement qui est très, très stimulant. Et merci de m'avoir présenté pour ma part aussi longuement. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je
je vais ajouter à cette conversation-là, Étienne Balibar a fait un magnifique tour du jardin, je trouve, des difficultés et des promesses, au fond, autour de cette notion de liberté d'expression. Et je dirais que d'emblée, moi, je suis très à l'aise avec cette espèce de tension qu'il creuse dans son propos et dans son travail, je dirais, où il y a la liberté de parole comme concept politique, qui n'est pas tout à fait la liberté d'expression comme concept juridique. Bien sûr, ces choses-là sont articulées, et en même temps, je pense que si on veut aborder, disons, à nouveau frais ou à partir d'une perspective un peu différente les débats actuels, c'est-à-dire de ne pas essayer de se positionner dans un débat d'un côté ou de l'autre, mais plutôt d'essayer de développer une perspective qui nous permette une compréhension qui donne lieu, dans le fond, à des horizons politiques qui soient rassembleurs. Je pense que de garder, de faire travailler cette distinction-là entre liberté de parole comme concept politique et liberté d'expression comme concept juridique, c'est extrêmement important. Et c'est la porte, en tout cas, que je nous invite à prendre suite aux propos d'Étienne Balibar. Je vais tenir un propos en deux temps. Où je vais aborder dans le fond deux formes de ce qu'on pourrait appeler des scléroses de cette liberté d'expression telle qu'on la vit et telle qu'elle s'exerce ici, disons concrètement là, au Canada-Québec. Dans un premier temps, je propose quelque chose comme quelques lignes, c'est pour nous faire réfléchir évidemment, et puis je ne suis pas spécialiste, quelques lignes en guise de quelque chose comme une critique de l'économie politique de la parole, que d'ailleurs Étienne Balibar a évoqué d'emblée dans son propos lorsqu'il a fait une mise en contexte. Cette première sclérose, pour moi, elle indique des difficultés inhérentes à cette question de la liberté d'expression que nous avons tous et toutes en partage, là, qui que nous soyons et quelle que soit notre position là-dessus. Et ça tourne autour, disons, de la présence d'une sorte de marchandage du mensonge et de la haine dans laquelle l'espace public est, avec laquelle l'espace public est présentement aux prises. Donc, quelques éléments là, pour stimuler cette réflexion-là. Je noterais pour commencer ce fait particulier que la liberté d'expression telle qu'elle est définie dans la loi canadienne, elle protège aussi l'expression commerciale, c'est-à-dire le fait d'utiliser le langage pour vendre des produits et services. Et il protège aussi, donc, à ce titre-là, la publicité frauduleuse ou induisant en erreur. Je rappelle également que le cadre réglementaire qui touche la diffusion de la fausse information au Canada, il existe, mais à toute fin pratique, il est inopérant. Cela, les spécialistes le disent, parce que la distinction entre le vrai et le faux en matière d'information, elle est sujette à interprétation et donc elle est difficilement justiciable. À ça, j'ajoute, et c'est un des nœuds propres à cette question de la liberté d'expression telle qu'elle s'exerce concrètement, moi qui m'interpelle beaucoup depuis plusieurs années, c'est ce fait que les entreprises médiatiques qui sont les principales animatrices de l'espace public par où on peut exercer la liberté d'expression, elles font commerce d'espaces publicitaires dont la valeur marchande est directement et intrinsèquement liée à la capacité du média de rejoindre un large public. Plus le public est large, plus la valeur marchande de l'espace publicitaire est grande, plus le média est solvable. Et donc, dans un marché de l'attention, comme on dit maintenant, qui est devenu féroce avec l'avènement des médias sociaux, les entreprises médiatiques, elles fondent de plus en plus leur stratégie de maintien et d'augmentation de l'auditoire ou des publics sur la parole d'opinion, que ce soit sous la forme écrite de la chronique intempestive ou sous la forme parlée du coup de gueule. Et ces entreprises médiatiques, elles font usage, bien sûr, des nouvelles plateformes numériques qui, lorsqu'elles sont annexées aux médias sociaux,
permettent de réverbérer, de faire circuler, de soumettre à une sorte de boucle de répétition industrielle cette opinion, cette parole, et de faire couler une imagerie politique qui est tendanciellement inflammatoire dans cet écosystème complexe qui nous tient lieu aujourd'hui d'espace public. Alors, l'opinion, la parole, l'expression, elle sera d'autant assimilable par l'écosystème, c'est-à-dire qu'elle attirera l'attention bonne ou mauvaise et qu'elle sera relayée sous différentes formes. Si elle est choquante, si elle est outrancière, si elle est blessante, si elle est caricaturale, si elle est grossière et souvent si elle est haineuse. Et elle sera à cet effet souvent tissée de stéréotypes, de préjugés, d'idées faciles, d'attaques ad hominem, de demi-vérité, puis de boucs émissaires. Il y a plein d'études d'analyse du discours dans les dernières années qui documentent ce fait-là. Et cette dimension intrinsèque à l'écosystème de la parole commune contemporain, pour l'appeler comme ça, qui est cette valeur marchande de la haine, pour faire court, ça se combine au fait que les médias sociaux, ils sont, comme l'explique bien Valérie Lefebvre-Fauché dans son essai récent, les médias sociaux, ils sont un lieu de prise de parole qui est exempt de toute forme de travail éditorial. Cela, avec l'adjuvant algorithmique, suscite et généralise une forme tendanciellement délétère de la parole publique qui est devenue un carburant à octane élevé de conflit social. Et les grands acteurs politiques ne se privent pas de systématiquement instrumentaliser cette caractéristique-là. Et donc, les débats récents qui entourent la liberté d'expression et les revendications parfois agressives de celle-ci, je pense qu'elles doivent être comprises dans ce contexte qui correspond de manière stricte et je crois non accidentelle à la montée des populismes de droite dans les démocraties électorales capitalistes, que ce soit au Québec, en France, au Canada, aux États-Unis. Et il faut réaliser en conséquence que malgré l'accès individuel direct à l'espace public que permettent aujourd'hui les réseaux sociaux, on se trouve dans une écologie de la parole commune qui finalement reste très pauvre, qui est assez aliénée parce que l'espace public, qui est essentiellement géré par des entreprises privées là, dans son infrastructure, il est accaparé plus que jamais par des machines d'opinion hégémoniques. Et on en fait souvent un élément de contexte quand on parle de la liberté d'expression, mais moi, je pense que ça mériterait d'être placé au centre de notre réflexion, cette situation-là. Et je dirais qu'en conséquence, puis je pense que ça s'accorde avec ce que dit Étienne Balibar ici, s'il y a un déficit relatif à la liberté d'expression, il n'est pas dans le fait qu'on ne peut pas tout dire, parce qu'on peut individuellement à peu près tout dire. Il est plutôt dans le fait que l'espace public est un espace où les voix, elles sont isolées, elles sont compartimentées, elles sont ségrégées et elles sont amplifiées ou tues au gré des rapports de pouvoir extrêmement rigides qui irriguent de manière inédite l'espace public contemporain. Et je pense on doit intégrer cette complexité-là de l'écosystème dans notre réflexion et dans nos positionnements sur ces enjeux-là. Et nous sommes relativement, bien sûr, mais la tendance autoritaire mondiale est à prendre au sérieux. Nous sommes collectivement privés d'un espace de parole commune qui serait inclusif, qui serait participatif, qui serait conséquent, c'est-à-dire on est privé d'une expérience de démocratie réelle dans ce contexte-là, relativement, et c'est à ce plan-là, ce plan qui est commun et qui n'est pas individuel, que l'on pourrait affirmer que la liberté d'expression, elle est appauvrie. Et je rejoins ici tout à fait l'idée d'Étienne Balibar, selon laquelle la liberté d'expression est un bien public. Je pense que c'est une avenue très, très intéressante pour réfléchir communément à cette chose-là. C'est-à-dire que notre pouvoir de parler ensemble,
pas simplement de parler, mais de parler ensemble, il est soumis à des contraintes formidables. Et l'actuelle revendication de liberté d'expression, qui est formulée par les tenants même de la dominance sociale, économique, politique, culturelle, je crois, contribue à renforcer ces contraintes-là plutôt que le contraire. Et donc, c'est ce que nous avons en commun, ce que nous avons à défendre, c'est cette capacité de parler ensemble, c'est-à-dire d'exercer une autonomie, une liberté à travers des droits. Donc, une parole commune pour l'émancipation plutôt qu'une parole individuelle pour la mutilation. Et moi, je trouve qu'on est sur une scène extrêmement complexe et nous l'avons en commun, cette scène-là. Peu importe nos désaccords ou notre manière d'approcher tous les débats qui nous animent en ce moment. Première série de propos ou première sclérose, disons, politique associée à la liberté d'expression. Deuxième sclérose, elle est relative au fait que puis j'ai déjà commencé à l'évoquer, la défense actuelle de la liberté d'expression, moi je la lis essentiellement comme une forme réactive de politique, c'est-à-dire qui met en place une situation un peu perverse où le subalterne est non seulement invisibilisé, mais il est littéralement écrasé dans cette situation-là. Alors, ce qui est en jeu dans la manière dont se pose actuellement la défense de la liberté d'expression, je l'ai dit, c'est peu lié, à mon avis, à l'érosion du droit de s'exprimer librement dans la société. En tout cas, pour les tenants de la dominance, c'est-à-dire que dans la définition que le droit canadien nous en donne, la liberté d'expression, elle n'a jamais eu autant les moyens de se réaliser. Mathieu Bock-Côté, il a le droit de publier un livre dont le titre réduit ses adversaires politiques au statut de virus. Il a le droit de dire plusieurs fois par semaine, depuis plusieurs années, dans le quotidien le plus lu au Québec, qu'on l'empêche de parler. Éric Duhem, il a le droit de livrer des fausses informations à l'antenne d'une des radios les plus écoutées de la capitale et de s'en défendre. Et tous les citoyens lambda qui ont un compte Facebook peuvent, et ils le font, déverser leur fiel exclusionniste, conspirationniste, raciste ou mensonger dans les réseaux de parole électroniques, moyennant quelques restrictions d'accès ponctuelles et sans conséquence. Un professeur peut dire le N-word dans une salle de classe, même s'il risque de se faire chahuter par ses étudiants et de se faire une réputation de provocateur, et même s'il est possible que la direction se penche sur le cas suite à des plaintes reçues. L'enjeu tel qu'il se joue ici maintenant, disons au Québec, pour moi, ce n'est pas tant la liberté d'expression comme telle, définie donc au sens strict individuel, mais ça a plutôt partie liée à ce qui se fait entendre, à ce qui s'immisce dans le débat, à savoir une contestation, disons-la, subalterne, relativement nouvelle, qui est pluriel, qui est complexe, qui est inégal, qui est parfois, comme le dit Étienne Balibar, qui n'utilise pas des moyens toujours délicats, et une contestation de l'hégémonie culturelle et politique, qui va être dite nationale, qui va être dite occidentale, qui va être dite blanche, qui va être dite de classe moyenne, quelle qu'elle soit. Et donc, cette contestation-là, elle apparaît, elle émerge, elle vient du bas, elle apparaît radicale du point de vue dominant, nonobstant là, certaines des formes que cette contestation prend, et c'est parce que celle-ci remet en question les fondements même de la dominance. Elle est très difficile à recevoir, remet en question l'ordre social tel qu'il est établi et tel qu'il est justifié depuis les centres traditionnels. Et ça semble, du point de vue dominant, inacceptable, irrecevable, insultant aussi. Et ce que l'on dit censurer, du point de vue dominant, en référence donc à la liberté d'expression, et c'est autour de ces termes-là que le débat prend forme ici. Ce qui est dit censurer, c'est le fait, haut éminemment contestable, que le fondement historique du privilège ne devrait pas être questionné. Et
Ainsi, les débats récents qui entourent l'usage du mot en N dans les universités, disons que c'est une forme de déboulonnage de statut, hein, puisque les mots sont des symboles irrigués de signification collective. Ces revendications-là, elles ont été interprétées au Québec de manière assez consensuelle comme un appel à la censure. Et dans cette foulée-là, les gens qui ont revendiqué une remise en question du vocabulaire, des héritages et des cadres d'analyse qui président à la reproduction de la culture et du pouvoir dans notre société, habilement ou malhabilement, là, peu importe, mais ils ont été dépeints comme des radicaux, comme des extrémistes, comme des inquisiteurs, un peu. Et ceux qui les ont appuyés, une minorité, hein, ont été perçus comme se mettant à genoux devant des clientèles, comme des loups, comme des têtes brûlées, voire là, dans le plus inflammatoire, comme des traîtres à la nation. Et l'unanimisme, qui est essentiellement québécois dans ce débat-là, l'unanimisme dans la condamnation, pour moi, il a de quoi surprendre. Et l'absence d'une considération plus large du contexte en jeu dans ces revendications ponctuelles et locales me semble carrément louche politiquement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je pense qu'il est possible et que c'est difficile et je ne prétends pas que ce cheminement-là intellectuel, politique, il est facile pour moi, mais qu'il est possible avec un minimum d'attention, de retenue, de recul, des vertus qui, j'ose le croire, s'épanouissent particulièrement dans un contexte où l'on peut jouir de la liberté universitaire, de considérer que la demande de ne pas prononcer le mot en N, dans ce cas-là, par exemple, constitue pas tellement une censure qu'une injonction urgente, révoltée de reconnaissance. Reconnaissance de la dignité des personnes, reconnaissance de l'actualité des enjeux posés par le racisme et le colonialisme historique, reconnaissance de la continuité des chaînes d'exclusion qui structurent la réalité sociale, économique, politique, culturelle, dans laquelle nous évoluons communément, qui que nous soyons. Donc, avec un minimum d'attention, de retenue, de recul, il est possible, et je pense qu'il est opportun de situer ces revendications ponctuelles, peut-être maladroites, dans un continuum, dans une réalité partagée, et de l'inscrire dans une trame de parole qui insiste, une trame de parole qui s'affirme et qui lime la pensée dominante par le bas. Joyce et Chacoan, l'hôpital de Joliette, l'hôpital de Roberval, Val d'Or, le rapport vient, le centre de détention de l'immigration de Laval, Mamadi Camara, le profilage racial, Alexandre Bissonnette, le fait que 42% des femmes en prison au Canada sont autochtones, le fait que le Québec base sa stratégie industrielle sur l'exploitation des territoires non cédés, des Inuits, des Atikamekw, des Anishinabés, le fait que 2 des 4 partis représentés à l'Assemblée nationale refusent de reconnaître l'existence du racisme systémique, le fait qu'ils répètent sur cette question les vitupérations des chroniqueurs de tabloïds et qu'ils se confortent dans leur choix en consultant leur page Facebook. Dans ce contexte, j'achève. La défense de la liberté d'expression ne vise pas toujours, pas seulement, et parfois pas nécessairement à protéger un droit de s'exprimer qui serait menacé. Il s'agit aussi, me semble-t-il, d'une lutte politique pour le maintien d'une configuration inégalitaire de facto de la capacité d'accumuler du pouvoir et du capital dans les sociétés occidentales, cette stase d'après-guerre où le pillage global nommé colonialisme a porté tous ses fruits à maturité pour des blocs électoraux significatifs qu'on a appelés les classes moyennes. En témoigne pour moi le fait que tous les élus, de manière unanime devant un tweet qui accuse le Québec de racisme, préfèrent défendre l'orgueil national que de mettre en question l'ordre raciste des choses qui fait qu'une femme meurt sous les insultes des infirmières parce qu'elle est autochtone. Bon. Merci. Je conclus. Me permets-tu encore un petit mot et quelques questions? Oui, le public, je pense que si je te coupais la parole, il me tuerait. Puis, vas-y, Dalia, je t'en prie.
Alors, la liberté universitaire, tout comme la liberté d'expression dont elle découle, c'est un cadre par lequel il devrait être possible, si on a l'imagination et l'humilité et la capacité de faire l'effort, de prendre de front les oppressions structurelles qui limitent de manière systémique la liberté de parole. Et on peut dès lors entendre cette liberté non pas comme la prérogative d'un individu de prononcer les mots qui lui plaît dans l'ordre qui lui plaît. Cela me semble trop simple, un peu infantile, mais plutôt comme la participation privilégiée à une responsabilité partagée, celle de prendre soin des espaces de parole commune. La pédagogie comme la démocratie sont, je crois, à ce prix, qui est celui de la liberté de chacun et de tous, selon le mouvement réel des rapports actuels et vivants, qui ne sont pas faciles, qui sont souffrants de différentes façons. C'est l'autonomie de la connaissance des collectifs par eux-mêmes et de leur capacité de vivre bien qui me semble en jeu. Donc, voici ce que je dirais pour compléter cette mise en place, dans le fond, d'éléments pour une réflexion autour de cet enjeu liberté de parole, liberté d'expression. Et quant aux questions par lesquelles je relancerai peut-être Étienne Balibar sur son propos, j'en formule quelques-unes, puis je vous laisse le loisir de choisir celles qui font votre affaire. D'abord, comment on réconcilie la théorie et la pratique de la liberté d'expression, en particulier dans un contexte où on va se servir de la liberté d'expression pour faire taire les remises en question qui touchent les fondements historiques du privilège contemporain de la dominance. J'ai l'impression des fois que cette question de la censure, ça devient finalement... puis je comprends pourquoi elle est évoquée, mais ce que j'ai essayé de dire, c'est que ça devient une espèce de blocage finalement à toute possible conversation. Donc, comment on réconcilie théorie et pratique? Deuxièmement, puis c'est un peu ce que j'ai voulu mettre de l'avant, quelle place doit-on faire à une critique de l'économie politique de la parole dans l'élaboration d'une défense concrète de la libre parole? Parce qu'il me semble qu'il y a une architecture des espaces de la parole qui est extrêmement problématique aujourd'hui. Et si on n'arrive pas à questionner cette structuration même, et je pense que cette remise en question-là, même si elle peut être maladroite, elle est présente dans les interpellations actuelles des minorités par rapport à la société dominante. Et donc comment on fait pour en tenir compte, ou est-ce qu'il faut en tenir compte? Et finalement, quelles sont nos urgences concrètes là, en termes de soins des espaces de parole communes? Voilà. Merci infiniment. Donc, Étienne, tu aurais quelques minutes pour répondre. J'avais prévu 10 minutes, mais on empiète un peu sur le temps d'échange avec le public. Non, mais il faut pas, justement. Donc, donc je vais me contenter d'abord de remercier du fond du cœur Dali pour la précision, l'ampleur de son exposé et le caractère fondamentale des questions qu'elle a posées. Véritablement, tout ce qu'elle a dit me semble constituer le socle de la discussion que nous devons avoir. Bon. Et ramener au centre des questions sur lesquelles je n'avais pas été tout à fait clair ou que j'avais abordé par un petit côté. En particulier, c'est la dernière de ces questions, cette notion de l'économie politique, de l'économie politique de la parole. Bon. Alors, une économie politique, c'est un régime d'appropriation. Je pense qu'on l'a dit clairement. Bon. Et d'appropriation au sens que la propriété a dans nos sociétés de
de classe, c'est-à-dire d'appropriation privative, hein, évidemment, qui ne passe pas toujours par des titres de propriété au sens juridique du terme, parce qu'il y a toutes sortes d'autres mécanismes, mais qui passe aussi quand même par ces titres de propriété. C'est pourquoi ce que vous avez dit, ce que tu as dit, ou ce que vous avez dit, bon, je pense qu'on excusera ma licence dans l'usage des pronoms personnels à propos de la façon dont les puissances médiatiques capitalistes contrôlent les nouveaux moyens de communication, et après les anciens, bien entendu, a une importance fondamentale à mes yeux. Mais c'est aussi une question, c'est une question d'appropriation, mais c'est aussi une question de distribution, de circulation. Bon, je suis fondamentalement d'accord avec cette idée sur laquelle vous revenez périodiquement, qu'il faut prendre soin de l'espace commun. Mais prendre soin de l'espace commun, évidemment, c'est le conquérir, c'est lutter pour son existence réelle, je dirais, pour l'accès de tous à cet espace. Ça passe par la remise en question d'un certain nombre de privilèges et de positions de pouvoir. Et ça contient en même temps aussi, me semble-t-il, hein, je m'arrête là-dessus, ce qu'avec prudence et je dirais presque avec crainte, hein, pas avec tremblement, avec crainte, je disais à la fin de mon exposé, c'est-à-dire ceux qui en sont exclus de fait et qui donc ont à le conquérir et même dans certains cas à y faire extraction, portent en même temps, d'une certaine façon, la responsabilité d'en prendre soin, c'est-à-dire d'en inventer finalement les formes qui seront véritablement celles du dialogue et de la participation. Ça ne diminue en rien la nécessité de la lutte et même quelquefois de la violence. Ça pose simplement la question de savoir quel est l'objectif qu'on vise. Alors, du coup, je passe à l'autre question. Bon, la théorie, la pratique. Question toujours extrêmement difficile, mais si on la contextualise, je dirais, si on la situe dans un cadre institutionnel déterminé, les choses sont peut-être un peu plus claires. Et là, je voudrais demander la permission de dire 2 mots de l'université, parce qu'en fait, tout ne se passe pas dans l'université, mais non par hasard quand même, c'est un enjeu fondamental en ce moment. Bon. Dans le papier de Libération que Mouloud a eu la gentillesse de citer, que j'ai publié il y a quelques semaines, enfin à peine, bon, à l'occasion de cette polémique autour de la notion d'islamo-gauchisme et de la tentative qui n'a pas encore été complètement bloquée, hein, de la part du gouvernement français, de lancer dans l'université une sorte de campagne d'épuration idéologique qui fait terriblement penser à d'autres exemples historiques, le macartisme ou bien certaines... bon, on n'est pas au totalitarisme, mais quand même, il y a des éléments qui s'en approchent, de contrôle de l'opinion et de l'enseignement. Bon, j'ai été amené à dire 2 choses. D'une part, l'université, disons bourgeoise, l'université libérale, l'université qui s'enorgueillit d'être un lieu de liberté de parole, est elle-même aujourd'hui une institution en danger, hein, est elle-même une institution terriblement fragilisée. De sorte que beaucoup d'entre nous se trouvent dans la situation délicate, mais inévitable, d'avoir à la fois à défendre cette institution, hein, contre, au fond, bon, les sciences sociales, les sciences humaines, même la littérature, etc. Pour les classes dirigeantes d'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Hein. Cette bourgeoisie n'en est plus une au sens historique que ce terme avait au 19e et au 20e siècle dans le Nord capitaliste. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'ambition hégémonique. Et du coup, évidemment, elle ne cherche pas à convaincre. Ce qu'il lui faut, c'est des programmes coût-bénéfice,
police et des disciplines qu'on peut contrôler de façon technocratique. Donc, nous avons, je pense, hein, y compris ceux qui n'ont pas encore accès à l'université, intérêt à essayer de défendre quelque chose. Et d'un autre côté, défendre, ça ne peut pas être défendre le statu quo. Bon, alors, c'est là que se pose la question du conflit. Ce que les universitaires rejettent le plus viscéralement, c'est l'idée, au fond, que la parole magistrale pourrait ne pas faire autorité absolue et que parmi les auditeurs, les participants, les étudiants qui accèdent aujourd'hui à l'université, certains pourraient élever la voix de façon même très véhémente contre les contenus historiques ou contre les formes rhétoriques ou contre le langage même dont se servent certains de leurs professeurs et qui est en quelque sorte sacralisé par l'institution. Bon, il faut donc prendre le risque d'accepter et de développer ce conflit dans le moment même où ça peut être instrumentalisé par ceux qui en réalité voudraient bien se débarrasser de cette institution. Mais de ce point de vue, il y a des traditions historiques ou des souvenirs. Il n'est pas inutile de réactiver. L'université a une longue histoire derrière elle et au Moyen-Âge, il était tout à fait possible pour les étudiants de remettre en question l'enseignement de leurs professeurs sous une forme qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui. Alors, pour finir, évidemment, on arrive à l'un des enjeux que je trouve important de ce type de discussion et de conflit, qui est la force symbolique des mots. Hein. Bon, puisqu'on a parlé de l'utilisation du N-word. Bon. Alors, peut-être par formation un peu rétrograde, j'en sais rien, moi, par formation littéraire finalement. Bon, j'ai tendance à penser que l'utilisation d'un mot, si fortement chargé soit-il de symboles et de rapports de force par la même occasion, n'est jamais quelque chose qui est indépendant du contexte. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de citer une œuvre littéraire et de se servir au premier degré du mot. Bon, alors, prononçons-le, ce N-word, hein, c'est le mot nègre. Bon, alors, si on cite la célèbre pièce de Jean Genet, ou bien si on lit les pages véhémentes que Frantz Fanon a écrites dans Peau noire, masque blanc, dans lequel la formule « je suis un nègre » hein, bon, a simultanément d'une page sur l'autre à la fois une valeur de protestation hein, et une valeur et une fonction en quelque sorte d'universalisation, il est évident qu'on n'est pas dans la même situation que si on se sert de ce mot pour perpétuer une vision racialiste de l'histoire de l'humanité liée aux formes. Bon. Donc, si je comprends bien, je ne sais pas si elle sera d'accord, mais ce que disait Dali en parlant de prendre soin de l'espace commun de la parole, ça veut dire aussi être capable de contextualiser, non pas pour autoriser absolument ou au contraire pour interdire absolument, mais pour faire place à des régimes, je dirais, de parole et d'expression qui ne sont pas à tous à mettre sur le même plan. C'est pour ça aussi que le conflit qu'il y a eu en France à propos d'une représentation théâtrale dans laquelle un groupe d'étudiants, le Crâne, enfin bon, d'étudiants… Rapidement, Étienne, s'il te plaît. Oui, je m'arrête. Bon. ont voulu protester contre l'utilisation de masques noirs dans une pièce d'Eschyle est une affaire compliquée parce que historiquement, ça veut dire plusieurs choses. Bon. Mais pour finir, il y a aussi, merci de me faire dire de m'arrêter, je m'arrête. Bon, merci. Je dirais qu'il y a un problème supplémentaire hein, qui pour moi n'est pas réglé, hein, qui est la question de savoir comment on articule l'ouverture des possibilités du discours avec l'identification des porteurs. Qui a le droit de se servir de tel mot au nom de telle ou telle appartenance? Je ne dis pas que ça doit être gommé,
Hein. Je reconnais que c'est un problème réel, mais la solution ne me semble pas résider finalement dans le fait de dire que certains ont le droit de dire certaines choses et que d'autres n'auraient pas le droit de dire. Par exemple, quand j'ai dit à mes collègues, j'ai fini, hein, quand j'ai dit à mes collègues de Columbia l'année dernière, avant le Covid, etc., que j'envisageais de faire un cours sur le racisme en anglais, mais tout le monde comprend ça. Bon, je n'ai pas dit racism, j'ai dit I will teach a class about race. Hein. Et à ce moment-là, certains de mes collègues m'ont dit, oh là là, tu vas au-devant de très gros ennuis. Il y a des gens, des groupes peut-être dans cette université qui sont militants pour de très bonnes raisons et qui diront c'est pas un blanc de faire un cours sur la race. Alors, je n'ai pas eu à le faire, donc le problème ne s'est pas posé. Mais la question est, me semble-t-il, ouverte. Merci infiniment, Étienne Balibar. Merci, Dali Giroux. J'ai eu la tâche indélicate de gérer le temps. Donc là, on va prendre les questions. Ma collègue Elodie va en rapporter quelques-unes. Et s'il vous plaît, Dali et Étienne, pour qu'on en rapporte le maximum de questions du public, parce qu'il y en a beaucoup, soyez, s'il vous plaît, succincts dans les réponses que vous apporterez. Merci d'avance. Elodie? Oui. Alors, comme tu dis, Mouloud, il y en a beaucoup. Donc, je vais prendre les 3 premières. Ensuite, Étienne et Dali répondront. Et toi, tu prendras les 3 prochaines, Mouloud. Merci. Donc, les 3 premières la première fait le lien entre vivre ensemble et liberté d'expression. La question est de savoir quelles sont les limites de la liberté d'expression dans le cadre du vivre ensemble. Et l'autre, qui est un peu connexe, c'est celle de l'interculturalisme. Nous parlons d'interculturalisme au Québec. Est-ce que le gouvernement adapte les lois et mesures selon cette approche ou pas? Et si oui, quelles sont ces lois et mesures? Sinon, pourquoi? La toute dernière, c'est plutôt comment est-ce que l'ouverture du discours et son partage pourraient être mises en relation avec la subjectivité blessée qui légitime l'interdiction de certains discours dont, Étienne, j'en ai ouvert la porte tantôt, ou de certains termes. Donc, comment discuter sans opprimer? Voilà, Dali et Étienne, aussi rapidement que possible. Vous commencez, Dali, vous voulez bien? Comme vous voulez, comme vous voulez. Oui, je veux bien, excusez-moi, j'étais sans Vous les notez, oui, Dali. Oui, c'est ça va vite. Est-ce que vous avez besoin qu'on les répète? Non, je pense pas. Ben, j'en retiens 2. Vivre ensemble et liberté d'expression. Ben, je veux dire, c'est la question qu'on pose. Hein. Je ne pense pas qu'il y a de réponse, mais ce que je dirais, c'est que il est clair que l'articulation du vivre ensemble et de la liberté d'expression, ben, c'est la base de tout ça. C'est la base du vivre ensemble, le partage, la parole partagée, ce que j'appelle l'espace de parole commune. Ça c'est absolument clair et je ne sais pas comment il faut faire, mais il faut se rappeler que c'est la base et il faut chercher dans les milieux concrets que l'on habite, dans lesquels on agit, dans lesquels on est engagé. Pour ma part, c'est sûr que l'université, c'est le milieu principal, mais il y a le voisinage, il y a la ville, il y a les cercles familiaux, amicaux, etc. Comment on rend visible, on actualise, on questionne et on transforme cet usage de la parole commune. Je pense qu'il y a un chemin de démocratie là-dedans. Et sur l'autre question, la question de la subjectivité blessée, c'est-à-dire comment on discute sans opprimer, ces questions-là, on est capable d'y répondre, puis Étienne Balibar l'a très bien dit, dans des situations concrètes. C'est quand on est dans une situation comme ça, c'est très facile d'être à l'extérieur, d'être au Québec, puis de se croiser les bras, puis de regarder ce qui se passe à l'Université d'Ottawa, puis de dire « Ah, mais la bonne réponse, c'est ça. » Mais vous n'êtes pas dans les classes, vous n'êtes pas avec les gens, vous n'êtes pas avec les collègues au quotidien. Et justement, au sein des subjectivités blessées, puis il ne faut pas se leurrer, hein, les subjectivités blessées, elles sont de tous les côtés. Il n'y a pas une subjectivité blessée qui serait celle de la minorité. Moi, ce que je constate, c'est une subjectivité majoritaire très blessée aussi au Québec. Et donc, il faut réfléchir à ce soin-là, puis moi, j'essaie de l'aborder comme ça. Je ne sais pas si je suis trop longue, Mouloud, est-ce que je rajoute quelque chose? Je t'en prie.
Bon, sur la question de prononcer le mot, malgré peut-être l'âge que j'ai, je suis plutôt de la vieille école et cette tradition littéraire-là, je l'ai portée avec moi et donc pour moi, effectivement, le contexte compte. Maintenant, quand je suis dans une situation concrète ou des gens concrets qui sont des gens avec qui je travaille, avec qui j'étudie, qui me disent ça suffit, on n'en veut plus de ça. Je ne peux pas juste dire, ah ben écoutez, moi, ma formation et moi, ma compréhension, et je vais vous expliquer. Peu importe. Moi, ce que j'ai vécu à l'Université d'Ottawa, c'est peu importe ce que je pense. Et ce que j'essaie de faire quand je prends la parole là-dessus, c'est justement, je ne veux pas prendre position, je veux essayer de comprendre le contexte plus large dans lequel on est ensemble et qu'est-ce qui ne fonctionne pas là-dedans. Et je trouve, par exemple, sur la question du N-word, moi, ce qui m'a intéressé, ben, c'est le fait qu'il y a un folklore raciste au Québec. Et il faut en faire le deuil aussi. Et cette interpellation-là, moi, j'ai envie de la prendre sur moi puis de dire, ben, c'est comme ça que je peux répondre, de dire, hey, je vais me pencher là-dessus, pas dans un exercice de contrition, puis je suis contre la censure, je suis contre l'interdiction, je suis contre toute forme d'autoritarisme qui se porterait sur le langage. Mais après ça, on a des responsabilités puis on a du travail à faire. Qu'est-ce qu'on apporte dans cet espace de langage-là? Et moi, c'est ça qui m'a intéressée dans un parcours difficile, de dire, OK, comme intellectuel, comme personne qui intervient dans la culture, comment on peut faire ce travail d'un deuil d'un folklore raciste, qui est, par exemple, dans la littérature qu'on enseigne. Merci infiniment, Dali. Étienne? Alors, il faut être court. Hein. Ce qui me frappe, et ça m'amuse un peu, c'est que Dali a choisi 2 questions et elle a laissé de côté celle à laquelle moi, en principe, je ne suis pas capable de répondre, c'est-à-dire celle de l'interculturalisme au Québec. Hein, bon. Alors, je ne vais pas me donner le ridicule de parler de l'interculturalisme au Québec, mais je vais dire ce que ça évoque pour moi en tant que Français. Comment ça résonne français de l'Hexagone. Bon. C'est que au Québec, quelle que soit la violence des rapports de domination que vous avez évoqués, la multiplicité des cultures, disons, constitutives de la nation québécoise ou du corps politique québécois en raison de l'histoire est quelque chose qui est plus ou moins reconnu. Hein, bon. Alors qu'il y a un discours philosophique, juridique, etc., sur le multiculturalisme, ce qui ne veut pas dire que tout se passe bien. Bon. Alors que chez nous, de l'autre côté de l'océan, comme vous savez, c'est un sujet absolument tabou. Hein. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure que le gouvernement français était, semble-t-il, en passe d'interdire l'usage d'expressions comme racisme d'État. Racisme institutionnel, ça passe encore, mais racisme d'État, ça passe absolument pas. Ou bien comme islamophobie, quelle que soit la réalité de la chose. Mais on n'est pas très loin de l'interdiction du mot multiculturalisme, hein, bon, ou éventuellement interculturalisme, ou en tout cas de sa censure ou sa prohibition systématique à la fois dans le discours politique et en fait dans le discours juridique. Donc l'objectif premier, me semble-t-il, et encore une fois je ne dis pas que ça soit simple ni que ça puisse être fait n'importe comment, c'est de faire reconnaître à la population française, au corps des citoyens qui sont très inégalement prêts, qu'il y a un multiculturalisme de fait dans la société française. Un multiculturalisme qui est en particulier, bien sûr, le résultat de l'histoire coloniale et qu'il faut savoir traiter, ni sur le mode de l'assimilation forcée qui évoque de terribles souvenirs, ni non plus, bien entendu, sur le mode de ce que notre gouvernement appelle le séparatisme. Bon. Alors, sur les 2 autres points, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Dali, donc
pas grand-chose à ajouter. Simplement, vivre ensemble et liberté d'expression, quelle limite? Bon, liberté d'expression sans limite, c'est une notion qui est contradictoire dans les termes. Hein, bon. Mais, et on sait, ce qui est un point très intéressant, je pense, que pour des raisons à la fois historiques et idéologiques, tous les pays ne fixent pas les mêmes limites à la liberté d'expression, en particulier sur le plan de l'histoire, de l'opinion et du discours politique. Un très bon exemple et crucial naturellement concerne les discours racistes ou encore la possibilité ou non d'exprimer n'importe quelle opinion sur les génocides, la Shoah, les crimes contre l'humanité du passé. Christiane Taubira a fait voter une loi qui décrète que l'esclavage, et elle a eu raison, évidemment, est un crime contre l'humanité. Ça entraîne des conséquences qui font qu'on ne peut pas légalement le défendre, alors qu'aux États-Unis, ça ne serait pas un problème. Donc, ce n'est pas partout. Mais, comme disait Dali dans son propre exposé, le problème ne doit pas être abordé seulement sur le plan juridique. Il doit être abordé sur le plan politique. Et sur le plan politique. Et sur le plan politique, les limites à la liberté d'expression ne sont pas des limites, enfin, dans ma perspective, ne sont pas des limites qu'on doit recevoir d'en haut. Ce sont des limites qu'on doit fixer et déplacer par le débat et par la lutte elle-même. Donc, je ne demande pas qu'on interdise la parole à M. Zemmour, qui est un raciste absolument déchaîné, comme vous en avez aussi chez vous, même si je trouve important que quelquefois il aille passer devant les tribunaux. En revanche, je demande qu'on réussisse, que nous réussissions tous ensemble à créer un discours qui soit plus puissant et plus convaincant que le sien. Et le dernier point sur la subjectivité des blessés, là je vois qu'il y a un truc qui surgit sur mon écran qui dit « Beaucoup de nos étudiants ne savent pas qui était Fanon ou qui était Césaire ». Alors, je comprends très bien, oui. D'ailleurs, moi, je suis allé une fois au lycée Frantz Fanon à la Martinique pour parler aux élèves et je leur ai demandé « Est-ce que vous savez qui était Frantz Fanon ?» Et ils ne le savaient pas tous. Hein. Bon, alors, donc, même là-bas, bon. Et ça me donne envie de le citer, de me servir de lui, en quelque sorte. Il y a une scène très célèbre dans Peau noire, masque blanc, dans laquelle Frantz Fanon évoque le sentiment qui a été le sien quand il a débarqué sur le territoire métropolitain. Il a croisé une maman avec son petit garçon et le petit garçon a désigné ce monsieur et il y a dit à sa maman « Tiens, un nègre !» Bon. Et donc, immédiatement, il s'est senti à la fois enfermé dans une identité et stigmatisé, etc. Bon, alors je pense qu'il y a toutes sortes de discours autour de nous, dans toutes sortes de lieux, universitaires ou autres, qui fonctionnent de la même façon, même quand ce n'est pas une désignation comme ça nominale, une identification violente, c'est l'équivalent à travers l'histoire ou à travers d'autres choses. En revanche, et là, je crois que, par exemple, Judith Butler et d'autres ont apporté des contributions très intéressantes. Ce qui est très important, c'est la capacité des dominés. J'aime pas toujours le mot dominer, hein, je dois vous l'avouer, parce que je pense que le dominé n'est pas vocation à rester dominé. Il a vocation précisément à s'évader de cette condition. Mais enfin, disons les choses comme ça. La capacité de reformuler le langage et même éventuellement de transformer les formules stigmatisantes en affirmation de créativité et d'identité, c'est quelque chose de très important. C'est Black Lives Matter, c'est-à-dire, et on voit bien, évidemment ici, dans Black Lives Matter, c'est très intéressant, que la frontière entre la violence et le discours est quelque chose de mouvant, mais en dernière analyse, il s'agit d'imposer une autre vision du monde. Merci. Donc, il y a énormément de questions. Je vais donc en prendre 3 autres. Alors, peut-être une question pour Étienne, mais bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation, mais rapidement tout à l'heure, quand vous allez reprendre la parole, c'est poursuivre votre explication sur la liberté d'expression comme bien commun.
peut-être élaborer ou pointer des exemples pour bien expliciter qu'est-ce que c'est. Voilà. Ensuite, que la conquête, cette conquête démocratique n'apparaisse pas comme une régression et exclusion, mais les privilégiés crient toujours à l'exclusion lorsque la démocratisation les exclut et leurs privilèges. Donc vous voyez la phrase. N'est-ce pas utopique de chercher un accord général autour de la démocratisation de la parole? La question se pose. Et une autre question, la question que pourrait être abordée par Dali également, c'est cette notion d'universalisme stratégique. Est-ce que la parole des minoritaires, pour pouvoir être présentable, doit toujours se présenter sous les modalités de l'universalisme? Est-ce que l'essentialisme stratégique ou l'insistance sur la particularité ne peut pas se poser? C'est notamment l'objet de votre discussion, Étienne, autour du livre Les universels avec Norman Nadjari. Mais nous, bien sûr. ouais, c'est un débat important, mais donc tout aussi Bien succinctement, s'il vous plaît, ne faites pas d'autres conférences, rapidement parce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît. Alors, c'est moi d'abord et Dali ensuite, c'est ça? Oui, Oui. oui, bon. Bon, alors liberté d'expression comme bien comme il y a un flottement en apparence autour je dirais simplement ça, autour des deux adjectifs, le commun et le public. Bon. Et moi, j'utilise plus souvent l'expression de bien public, même si je ne refuse pas l'expression de bien commun, parce que je pense qu'il y a dans tout ceci une dimension institutionnelle. C'est-à-dire que les institutions ont une responsabilité, je dirais. Bon. Et parmi ces institutions, il y a l'État, où il y a le droit. Mais d'un autre côté, bon, et puis parce que j'ai en tête cette grande idée qui s'est développée dans le champ des entreprises coopératives, de la contestation, de la privatisation des biens communs comme l'eau, l'air que nous respirons, l'environnement, etc., que certains biens fondamentaux, en effet, bon, dans tous les sens du mot bien, ne peuvent pas être privatisés sans être détruits. Ne peuvent pas être privatisés. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit facile de les collectiviser pour les étendre et les mettre à la disposition de tous. Bon. Donc, dans la mesure où il y a une tendance à restreindre le concept de la liberté d'expression à une sorte de propriété privée des individus, je cherche, mais je ne dis pas que je trouve facilement, une perspective en m'appuyant sur cette notion de bien public qui a été développée dans d'autres domaines de la pratique associative. Finalement, on va dire les choses de cette façon. Mais aussi dans l'idée, évidemment, que la sphère publique est construite sur la mise en commun de cette capacité de s'exprimer, de parler, d'avoir une voix, d'avoir voix au chapitre. Donc, il ne s'agit pas de supprimer les individus, il s'agit d'essayer de penser les modalités de leur accès aussi universel que possible à la sphère publique. Bon, qui nous amène directement aux deux dernières questions que je serais tenter de prendre ensemble. Bon, je vais y aller un petit peu fort, je dirais, bon, parce que j'ai cette vieille tradition, on pourrait dire marxiste, dans la tête. Vous savez, il y a une célèbre formule de Marx qu'on a citée pendant des générations, qui identifiait la révolution, l'émancipation, évidemment, par rapport à l'exploitation capitaliste, avec l'expropriation des expropriateurs. Bon, ça a une vieille histoire derrière soi, d'ailleurs, ça vient de la Bible, il l'a cité comme ça. Bon, eh bien, je dirais, dans notre domaine, dans le domaine qui nous intéresse, le renversement de l'exclusion ne peut pas être l'exclusion des excluants ou des exclueurs. Bon. C'est pour ça que je suis plus partisan de l'universalisme stratégique que de l'essentialisme stratégique, qui revient en quelque sorte, et j'espère que ça ne sonne pas paternaliste, à dire à ceux qui ont tous leurs efforts à faire pour conquérir une place dans l'espace public, vous avez en charge
non seulement votre propre droit à la parole, mais la préservation de la possibilité pour tous les citoyens de parler, à condition qu'ils acceptent évidemment votre présence et votre droit et donc qu'ils se réforment profondément eux-mêmes. Et alors, dans ma discussion avec Norman, que j'aime, à qui je reconnais le mérite d'avoir posé avec force et même avec violence la question de la discrimination raciale dans le champ de la culture et de la philosophie, je lui ai dit, en fait, il faut que tu te rendes compte que dans le moment où tu revendiques une identité exclusivement noire, parce que c'est celle qui a été dominée et interdite et martyrisée au cours de l'histoire, ce que tu dis est une chose, mais ça a l'air d'être complètement anti-universaliste, mais ce que tu fais en pratique a une portée universalisante, justement parce que tu casses la baraque en un sens et que tu forces la reconnaissance de ceux qui ne l'ont pas été. Donc, je me sens attaqué en un sens dans mes privilèges, mais je ne me sens pas du tout exclu par ce que tu dis. Et donc, c'est un bon exemple d'universalisme stratégique. Dali? Oui, moi je retiens la question, est-ce que ce n'est pas utopique? Peut-être tu peux la rappeler aux gens, est-ce que ce n'est pas utopique de miser? N'est-ce pas utopique de chercher un accord général autour de la démocratisation de la parole? Ben, d'accord, oui, on peut trouver ça utopique. C'est pas un mal, mais moi, ce que je constate de manière, c'est peut-être utopique, mais c'est aussi très concret, je pense, comme désir politique ou comme affect démocratique. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, ce que je vis, ce que je vois, c'est un manque cruel d'expérience démocratique concrète dans la vie des gens. La plupart des gens ne participent à aucune instance au sein de laquelle ils vont devoir prendre des décisions collectivement à partir de délibérations sur des enjeux qui les touchent. On n'a pas accès à ça. Et donc, les lieux de pouvoir et les lieux de vie sont séparés et l'espace public, il est structuré par des pouvoirs qui font en sorte qu'il y a un manque de compétences à la parole aussi. Et donc, quand je disais, il y a un enjeu à la fois de pédagogie et de démocratie. Et donc, il y a un manque de compétences à la parole. Moi, je me rappelle, j'étais dans une association de propriétaires là, de chalets à un moment donné. Les gens se parlaient mal. Je trouvais ça extraordinaire. Les gens étaient incapables de s'adresser les uns aux autres sans s'insulter, sans se sentir menacés dans leur position. Et c'est partout pareil. Et oui, je pense qu'on peut, de manière très concrète, se réunir autour de cet objectif de généraliser l'accès à la parole et le soin des espaces de parole. Mais puis moi, je n'irais peut-être pas sur le chemin... Je comprends le positionnement par rapport à l'universalisme stratégique contre l'essentialisme stratégique. Moi, j'essaie de couper à travers en restant très petite là, au ras des pâquerettes en disant, moi, je crois à un pluralisme vécu et expérimental. Le pluralisme, c'est pas une idée, oui, ça peut être, bon, l'interculturalisme tel que mis en place par l'État québécois, mais le pluralisme, il est réel, là. C'est dans la contiguïté. On regarde autour de soi. Dans ma classe culture et politique l'année passée, on a fait la liste des langues qui étaient maîtrisées par les gens dans la classe. Ils étaient 38. Ils parlaient 15 langues ensemble. Je dis, nous parlons 15 langues ensemble. Nous passons 45 heures dans cette classe ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et cette expérience-là, vécue de la puissance collective à travers une parole partagée, elle manque cruellement. Et je pense que, moi, je crois que c'est une revendication extrêmement concrète, en fait. Donc voilà, peut-être que... Merci infiniment, Dali. Peut-être un dernier tour de parole, chère Élodie, en prenant 3 autres. C'est ça. Ben, il y en a que je vais coupler parce qu'il y en a une qui revient sur les dominants. Les personnes veulent savoir le temps dans lequel on vit, où chacun est invité à parler en son propre nom, comment construire des alliances dans un tel contexte, et peut-on parler au nom de l'autre?
L'autre question concerne plutôt la présomption d'innocence dans l'espace public ou non, ou dans les tribunaux. Peut-on encore protéger les dominants et laisser moisir les agressés dans la honte? Et les deux autres, pour terminer, ensuite un dernier commentaire, ce serait est-ce que la notion de liberté d'expression ne gagnerait-elle pas à être pensée en relation non seulement avec la notion de pouvoir corollaire, mais aussi avec la notion de bienveillance, d'empathie, et en mettant en opposition liberté d'expression et prise en compte des blessures et des expériences, n'est-ce pas un dispositif discursif dont l'effet principal est de défendre divers statu quo que sociaux? Et pour finir, en commentaire, les opinions et les coutumes fausses cèdent graduellement devant le fait et l'argument, mais pour que les faits et les arguments produisent quelques impressions sur l'esprit, il faut qu'on les lui présente. Alors, encore faut-il que l'expression se plie à des impératifs ayant fait eux-mêmes objet de discussion. Donc, on ne peut pas tout dire, par exemple, si la parole est nuisible et si elle se pose comme la seule vraie. Merci Elodie. Alors Étienne et Dali, et peut-être en répondant, vous direz aussi votre mot de conclusion parce que c'est le dernier tour de parole. Ensuite, je passerai donc aux remerciements. Dali, prends le temps de noter. Alors, merci encore à vous tous et toutes qui êtes là jusqu'à maintenant. Donc, passionnant débat. Et voilà, c'est dommage que le temps qui nous est imparti est trop court. On pourrait poursuivre longuement, mais voilà. Alors, Dali. Je rebondis simplement sur bienveillance, empathie. Il y a quelqu'un qui a mentionné la communication non violente. Il y a un ensemble d'outils là, par lesquels on peut aussi aborder les manières de se parler puis développer ces compétences-là. Mais au tout début, il me semble qu'Étienne Balibar parlait de la nécessité de conquérir et de lutter pour les espaces de parole. Et donc, il y a ces deux dimensions-là. Il faut les imposer, ces espaces de parole-là. Il faut les revendiquer. Ensuite, il faut les habiter, puis il faut développer des éthiques au sein de ceux-ci, puis il faut les activer politiquement. Ensuite, il y a cet aspect de parler au nom d'eux. Effectivement, est-ce qu'on peut parler au nom d'eux? Très compliqué, mais moi, disons, dans ma vie syndicale, c'est là où je fais l'expérience d'un travail démocratique et de parole. Ce que je constate, en tout cas, c'est que c'est difficile déjà de représenter quand on est, de représenter un collectif alors qu'on est accrédité à le faire, alors qu'on nous a choisi pour le faire. Ça exige énormément de délicatesse, une quantité d'écoute incroyable, la consultation infinie et une insatisfaction permanente parce qu'il n'y en a pas de résolution. C'est-à-dire que c'est un moyen sans fin aussi, là, l'espace de parole commune. C'est le but. C'est le but de garder vivants ces espaces-là pluriels qui nous tiennent ensemble. Bienveillance, empathie, absolument, mais aussi accepter de vivre avec l'incomplétude et les malaises qui sont inhérents à l'exercice concret de la démocratie. Voilà. Merci infiniment, cher Dali. Étienne? Oui, oh là là. Il y a beaucoup de questions difficiles. Hein. Bon. Il y en a beaucoup d'autres qu'on n'a pas relevées. Je commence par la deuxième sur la présomption d'innocence et je court-circuite, enfin bon, c'était été dit dans la question, mais la possibilité que son invocation, dans les cas que nous savons, hein, en particulier autour des problèmes de violence sexuelle, fonctionne comme un moyen de protection des dominants. Bon. Alors, bien sûr, il y a domination dans les rapports de sexe comme il y a domination dans les rapports de classe. Je ne veux absolument pas remettre ceci en question. Et je vois bien la dimension de pouvoir collectif, si vous voulez, qu'on désigne sous le nom de patriarcat, par exemple, ou d'autres auxquels on peut penser, et qui, en l'occurrence, fait l'objet d'une
d'une critique et d'un combat que je n'hésiterai pas à appeler révolutionnaire. Bon. Ceci étant dit, il me semble que tous les domaines, même s'ils se recoupent, même s'il y a intersection, ne fonctionnent pas de la même façon, et que la lutte des classes entre les salariés et les patrons, ou entre d'autres exploités et leurs exploiteurs, n'obéit pas exactement ni au même régime de pouvoir, ni surtout au même régime, je dirais, de subjectivation, excusez le mot un peu barbare. On parlait un peu plus tôt de la question des subjectivités blessées. Disons que les subjectivités ne sont pas blessées ou violentées de la même façon. Il y a un aspect individuel, un aspect personnel dans la question des violences sexuelles qui n'existe pas de la même façon dans la question des violences de classe, si vous voulez. Bon, la race, c'est peut-être entre les deux. Et par conséquent, la remise en question ne peut pas exactement obéir aux mêmes lois. Et c'est ici que la notion de liberté d'expression, me semble-t-il, quand même, est étirée entre les extrémités d'un spectre terriblement large. Hein. Bon, ce n'est pas la même chose de parler de liberté d'expression pour désigner le fait qu'une femme s'exprime en public en disant « mon mari m'a violenté » ou « ce bonhomme a abusé de sa position de pouvoir pour m'imposer des relations sexuelles », ou d'autre part d'exprimer des positions ou des opinions sur le plan politique à propos du capitalisme ou du colonialisme ou d'autres situations de ce genre. Dans un cas, on s'attaque deuxième cas, on s'attaque à des pouvoirs institutionnels, anonymes d'une certaine façon. Dans l'autre cas, on fait usage de sa liberté d'expression dans le domaine de l'intime, je ne dirais pas du privé, et du personnel. Et par conséquent, finalement, les limites, s'il y a lieu de parler de limites, ou les droits à conquérir ne sont pas exactement de même nature. Je ne dis pas ça pour dire qu'il ne faut pas politiser les questions de violence sexuelle, mais pour dire que la forme sous laquelle la dénonciation prend place, évidemment, n'est pas la même et n'a pas les mêmes effets. Bon, peut-être que l'expression dominant ici devient une expression trop large. Il faut dire de quelle domination on parle et distinguer entre les façons dont elle s'exerce. Alors ça mène directement, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais à la question de la représentation que Dali vient de traiter, je pense très bien, donc, et donc celle de la compétence, et donc celle des arguments. Hein, des arguments. Bon. Dans le domaine des opinions et des positions politiques, les arguments ne suffisent jamais. Mais je pense qu'on ne construit pas de position potentiellement victorieuse ou, si vous voulez, hégémonique dans une lutte pour la transformation de l'ordre social si on ne fait pas intervenir des arguments. Bon. Et à partir de ce moment-là, la question se pose en effet de savoir dans quel langage ils sont exprimés, qui est-ce qui les formule, qui est-ce qui va les porter. Bon. Alors, je serais tenté de dire l'expérience historique et même le présent montre qu'il n'existe pas de cause, si collective, si égalitaire soit-elle, qui puisse se passer de porte-parole. Et à partir de ce moment-là, la question se pose évidemment de savoir qui porte la parole et dans quel rapport avec ceux dont il exprime les intérêts ou qu'il veut faire entendre. Norman Ajari est un porte-parole, hein, il en est parfaitement conscient, auto-désigné d'une certaine cause décoloniale. Black Lives Matter a des porte-paroles. Frantz Fanon était un porte-parole d'une cause immense au centre de laquelle se situait justement la remise en question de l'ordre racial et colonial. Ceci montre que les porte-paroles peuvent venir en quelque sorte de l'intérieur. C'est-à-dire, bon, peuvent être, comme disait Gramsci, des intellectuels organiques ou des représentants organiques de leur propre cause, hein, et donc de leur propre groupe. Mais ça ne les empêche pas nécessairement de devenir des porte-paroles. Et dans la situation de porte-parole, il y a quelque chose de dangereux qui tend toujours à la
monopolisation, justement. À la monopolisation. Alors évidemment, un anarchiste conséquent comme mon ami Jacques Rancière ou d'autres disent supprimer les porte-paroles. Il ne faut pas de porte-parole. Une cause qui est fondamentalement la cause des exclus ou la cause des sans-parts ne doit pas se trouver, si vous voulez, accaparé par ceux qui parlent en son nom. Moi, j'ai tendance à penser qu'on ne peut pas l'éviter et que ça pose évidemment la question de savoir qui parle au nom de qui, de quel groupe, de quelle classe, de quelle formation provient celui qui s'exprime pour les autres, le syndicaliste, le militant politique, le leader ou tout simplement l'intellectuel de base. Mais le point fondamental, c'est de savoir si à l'intérieur de cette cause, la parole circule de telle façon que ceux qui portent la parole échangent, continuent d'échanger avec ceux qu'ils expriment et éventuellement soient remplacés par d'autres ou en tout cas soient contrôlés par eux. Donc, pas de démocratisation générale de la parole dans la société si l'usage de la parole n'est pas lui-même démocratique à l'intérieur de la cause des dominés et des révoltés. Merci infiniment Étienne, merci Dali. Je pourrais ouvrir éternellement pour d'autres questions, il y en a des pertinentes malheureusement que je ne peux pas reprendre, mais Étienne, tu as ouvert un chantier avec Jacques Rancière, peut-être un sujet de prochaine conversation. Je ne laisserai pas passer celle-là. Voilà, merci infiniment Étienne Balibar, merci à Dali Giroux, merci à Dali Giroux, merci à vous toutes mesdames, messieurs qui êtes ici. Et aux organisateurs, et ayons une pensée pour notre collègue et ami qui aurait dû être là ce soir et qui n'a pas pu être. Oui, Diallah Hamza, donc, qui vient de m'écrire pour s'excuser, pour s'excuser, et puis elle le regrette infiniment. Donc, le mot de la fin, l'équipe du secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi, donc, tient à vous remercier de votre participation à ce webinaire et à remercier donc Étienne Balibar, Dali Giroux, mais aussi Diallah Hamza qui s'était préparé et qui avait tout son arsenal argumentatif, malheureusement qui ne peut pas être là, mais on trouvera au Centre Justice et Foi moyen de disposer de l'effort de réflexion qu'elle a consenti pour cet événement. On en disposera autrement dans nos publications et dans nos infolettres. Un merci tout spécial également à Sylvain Bouchard qui a assuré le soutien technique et à Frédéric Barriot et à ma collègue aussi, Katia Ramos-Borges, qui ont assuré la diffusion de l'événement et sa promotion. Et Elodie! Oui, je ne l'oublie pas, certainement pas, cher Étienne. Très grand remerciement, j'y arrivais donc à Elodie Comena, qui a participé à l'organisation, l'élaboration thématique, son apport à la fois pour cette activité, mais il est indéniable pour le secteur Vivre Ensemble. Tout ce que je peux vous dire, c'est je vous renvoie donc au webzine Vivre Ensemble, je vous renvoie à nos infolettres, je vous renvoie aussi à la revue Relations que publie le Centre Justice et Foi. Donc je vous invite à vous abonner. Pour ceux d'entre vous qui ont des moyens, il faut aussi contribuer et aider le Centre Justice et Foi, parce que la question que nous venons de soulever aujourd'hui, ne vous faites pas d'illusions, elle n'est pas nécessairement consensuelle, même auprès de nos milieux les plus naturels. Donc, mais nous croyons dur comme fer que ce genre de débat doit être soulevé et il y va de notre santé démocratique et du Québec de demain. Voilà, peut-être 2 dates à vous. Je vous invite à mettre 2 dates à votre agenda. Je vais dire juste, je vais être assez évasif, mais le 11 et 12 juin prochain, je co-organise avec Elodie, ma collègue Elisabeth Garon également. On organise donc un colloque et des webinaires autour d'un recueil sur le travail migrant et le capitalisme mondialisé, ce que Étienne Balibar appelle la spirale descendante de la citoyenneté. Donc on va organiser donc à la fois on va lancer un recueil thématique sur la question du travail migrant et de la régression citoyenne. Et nous allons organiser donc dans cette foulée du lancement des activités publiques, notamment une grande conférence avec un ami d'Étienne Balibar justement, Sandro Mesadra, le vendredi 11 juin. Et ça va être suivi de d'autres activités thématiques le samedi 12 juin. Donc je vous invite donc à mettre ces 2 dates à votre agenda. Quoi d'autre sinon vous dire, suivez nos infolettres. L'enregistrement de ce webinaire donc va être diffusé dans nos prochaines infolettres et dans nos prochains moyens de diffusion. Alors voilà, merci beaucoup, bon appétit et bonne soirée.